Au rendez-vous de ce 20h, voici les titres. Paix et sécurité dans l'espace UEMOA, rideau sur la 4e réunion du comité de haut niveau sur la question. Le chef de l'État Macky Sall, qui préside ce comité, invite les 8 pays membres à unir leurs efforts pour préserver la sécurité des personnes et des biens. Évaluation de la campagne agricole 2019, le taux de surface aménagée a atteint 99%. C'est ce qui ressort de la réunion technique de la SAIED. Dans Vendredi Sport du football Mexique-Brésil, c'est l'affiche de la finale de la Coupe du Monde U17 prévue ce dimanche. Nous parlerons aussi de la CAN U23 avec la première affiche des demi-finales en pétanque. Démarrage ce vendredi de la 2e édition de l'Open International de Dakar. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Clôture ce vendredi de la 4e réunion du comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité dans l'espace UEMOA. Une rencontre qui se tient dans un contexte de recrudescence des actes terroristes dans la sous-région. Le chef de l'État qui préside ce comité a invité les 8 pays membres à unir leurs efforts pour préserver la sécurité des personnes et des biens en fondement de l'intégration régionale. Aboubakry Kane. À l'UEMOA, 8 pays liés par un destin commun. Les défis sécuritaires sont au cœur des politiques d'intégration de l'espace, d'où l'adoption en 2016 d'un plan d'action pour la paix et la sécurité. Malgré les progrès significatifs notés dans le mécanisme d'alerte précoce et d'anticipation des conflits et crises, l'enjeu reste plus que jamais d'actualité. Notre réunion d'aujourd'hui se tient dans un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant au regard de la récurrence des attaques terroristes perpétrées au Burkina Faso, au Mali et au Niger, de l'extension de la menace terroriste vers d'autres États membres de notre Union et du développement des activités connexes du terrorisme. Face à de telles menaces qui fragilisent notre Union, nous devons réaffirmer notre détermination à unir nos efforts en vue de préserver la sécurité des personnes et des biens, fondement de l'intégration régionale. L'UEMOA travaille en étroite collaboration avec la CEDEAO pour relever le pari de l'inclusivité voulue au chantier paix et sécurité. Une stratégie globale de lutte contre le terrorisme qu'il convient aujourd'hui de renforcer dans d'autres domaines. Il s'agit entre autres de domaines liés à la gestion sécurisée des frontières, la lutte contre la circulation illicite, le trafic et la prolifération des armes légères et de petit calibre. Faut-il le reconnaître, la résilience des groupes terroristes n'offre d'autres alternatives que la mobilisation de moyens financiers et matériel pour y faire face. La rencontre convoquée en octobre dernier à Dakar par le président Macky Sall sur le financement de la sécurité est un signal fort d'une détermination à mobiliser des ressources propres pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. Une mutualisation des efforts est aussi un atout à faire valoir. Et le chef de l'État met en avant une démarche participative, ce dont se réjouit l'UEMOA. Il me plaît de rendre hommage à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, président du comité de haut niveau, pour son leadership clairvoyant et efficace, qui a permis à la Commission, en rapport avec les États membres, de réaliser des avancées significatives dans la mise en œuvre de la politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité. Comme le financement, la coordination de nos forces de défense et de sécurité est fondamentale. Le combat contre le terrorisme et l'extrémisme violent est une action de longue haleine qui nécessite de la part des États des réponses adaptées et durables. Les acteurs locaux doivent également y contribuer. Il a également été recommandé le partage direct des informations entre les services de sécurité, l'engagement résolu des États à relever les défis sécuritaires
a aussi été réaffirmée au cours de cette 4e réunion du comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité dans l'espace UEMOA. Dakar également pour assister à cette conférence. La première dame du Niger a rendu une visite de courtoisie au président Macky Sall, Madame Hadja Aïssatou Issoufou, présidente de la Fondation Gouri Vie, meilleure œuvre dans les domaines de la santé, de l'environnement et de l'éducation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation a parlé en son nom à l'issue de l'audience. Nous l'écoutons. D'abord, la Première Dame a transmis les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, à son frère, le Président de la République du Sénégal. Et nous avons restitué un peu le cadre de la visite ici au Sénégal qui a traité de la 5e édition la 5e conférence de l'état de l'éducation en Afrique, organisée par Africa America Institute. Et c'était l'occasion pour nous d'échanger avec d'autres pays africains sur l'état de l'éducation. Alors, nous avons parlé essentiellement de l'harmonisation du système de l'enseignement supérieur dans les pays africains, conformément à la Convention d'Addis Abeba. La Convention d'Addis Abeba qui est un véritable outil d'intégration des pays africains en matière de l'enseignement supérieur et de la recherche. La Première Dame qui préside la Fondation Gouri Vie Meilleure a également fait une présentation dans laquelle elle a retracé les activités de cette fondation, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement et surtout dans le domaine de l'éducation avec les différents programmes qui sont en train d'être déroulés pour le bénéfice du peuple nigérien. Donc le président de la République du Sénégal a beaucoup apprécié cette initiative et nous a beaucoup encouragés à poursuivre. La première dame du Niger à Dakar, donc, dans le cadre de la 5e conférence de l'Africa Institute. Le président de cette institution a également été reçu par le chef de l'État, Kofi Apenteng, est à Dakar pour les besoins donc de cette conférence sur l'éducation en Afrique, une volonté d'harmonisation du système éducatif, véritable outil d'intégration en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Les efforts de l'Afrique de l'Ouest dans ce domaine ont été magnifiés à l'occasion. Nous l'écoutons. Nous sommes venus ici pour remercier le président pour avoir accepté notre invitation d'organiser notre 5e conférence sur l'éducation, sur l'état de l'éducation en Afrique. Et le ministre de l'Enseignement supérieur, Recherche et l'Innovation, c'est lui qui a ouvert la conférence il y a 2 jours. Et donc, on est venu aussi pour lui dire aussi du bon message qu'il a pu donner aux participants et les gens qui sont venus à la conférence. Aussi, nous sommes venus discuter avec le président sur une initiative que nous avons commencée comme à l'Africa America Institute. C'est un collaboratif, un partenariat avec le gouvernement du Ghana et Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes venus lui donner le message que Son Excellence, le président de Ouattara et aussi Son Excellence président Nana Akufo, et qu'ils ont déjà accepté de joindre cette initiative que nous appelons donc le collaboratif ouest-africain sur l'enseignement supérieur. Donc nous sommes heureux de dire aussi que le président Macky Sall a accepté de joindre cette initiative. Côte d'Ivoire and Ghana in this collaborative. L'Africa America Institute organise donc sa 5e conférence à Dakar autour du thème l'émergence africaine. Enseignants, chercheurs et étudiants se penchent sur les transformations opérées pour mettre l'enseignement supérieur au service du développement économique du continent. Fatou Sakho nous en parle. L'enseignement supérieur reste le maillon faible de l'éducation en Afrique. Seuls 18% des élèves y ont accès. La situation est loin des normes édictées
des réformes s'imposent. Il y a plusieurs changements sur le long terme, mais en termes de collaboration, on a déjà débuté avec des universités et des États africains de l'Afrique de l'Ouest, mais l'objectif, c'est de faire de sorte que nous ayons un programme africain. Dans un contexte marqué par des taux de croissance particulièrement élevés, l'enseignement supérieur doit aujourd'hui répondre aux exigences d'émergence du continent. Le thème de cette présente édition, l'émergence africaine, s'inscrit pleinement dans cette compréhension du rôle que doit jouer l'enseignement supérieur, celui d'un véritable levier de développement pour notre continent grâce à l'exploitation des résultats de la recherche. Par ailleurs, des investissements conséquents sont nécessaires afin de produire des ressources humaines de qualité encore plus compétitives. Il faudrait que les gouvernants et les Africains aient conscience qu'il faut beaucoup d'investissements parce qu'il n'y a pas d'avenir sans investissement dans le domaine de l'éducation. La 5e édition de la conférence de l'AAI, présidée par la première dame du Niger, enseignants, étudiants et décideurs, se penche durant 2 jours sur les transformations à opérer pour mettre l'enseignement supérieur au service du développement économique du continent. En marge de cette conférence sur l'enseignement supérieur qui a réuni plusieurs panélistes, conférenciers et anciens étudiants de l'Africa America Institute, une réception a été organisée par l'ambassadeur des États-Unis, compte rendu à Wandiaï. L'Africa America Institute est l'organisation phare qui connecte l'Afrique à l'Amérique. Depuis sa création en 1953, l'Africa America Institute a fourni des subventions de recherche et des bourses universitaires à plus de 16 000 étudiants africains. En votre qualité d'anciens participants des programmes de l'Africa America Institute ou des programmes du gouvernement des États-Unis d'Amérique, vous tous, vous représentez l'un des investissements les plus importants que l'Amérique ait consenti pour l'avenir de l'Afrique. La conférence de l'Africa America Institute a réuni une 60aine d'étudiants d'universités publiques et privées pour cette 5e conférence annuelle. How could we resist coming to Senegal? We are very serious about higher education. On a choisi le Sénégal. L'enseignement supérieur et la formation professionnelle sont nos priorités. Nous sommes conscients que les autorités sénégalaises se focalisent sur l'éducation. Le gouvernement investit beaucoup dans l'enseignement supérieur. Le Sénégal a une riche histoire en Afrique de l'Ouest dans le domaine intellectuel et culturel. Au cours de cette conférence de 2 jours sous le thème de l'émergence africaine, les panélistes et les conférenciers ont partagé leur vision. Dans l'actualité, 2e loi de finances rectificative, 4 mois après celle de juillet, la représentation nationale examine depuis cet après-midi le projet de loi. Cette 2e LFR connaît une hausse de 104 milliards de francs CFA par rapport à la première. Plusieurs secteurs d'activité vont ainsi être dotés de ressources additionnelles. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À quelques mois du basculement vers le budget programme, le ministère de la fonction publique a organisé un atelier de formation. L'objectif est d'impliquer tous les acteurs du ministère dans cette transition. Hamid Diop. Cette rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau cadre harmonisé des finances publiques. L'atelier de partage vise à sensibiliser les différentes entités du ministère de la fonction publique sur le basculement vers le budget programme. Le projet de loi de finances 2020, adopté lors du Conseil des ministres du 9 octobre 2019, est bâti dans cette dynamique. Il va non seulement marquer le point de départ d'une nouvelle ère dans la gestion des finances publiques, mais aussi l'aboutissement du processus de rationalisation de la dépense publique. Plus de lisibilité, plus de rapidité dans l'exécution des dépenses sont les avantages du budget programme.
budget programme repose fondamentalement sur deux innovations majeures. Il y a la budgétisation par programme, mais il y a la déconcentration de l'ordonnancement. Des manuels de procédure ont même été élaborés en ce qui concerne l'ordonnancement. Dire que nous sommes prêts à 100%, peut-être ce serait assez prétentieux. Mais en tout cas, pour l'ensemble des responsables programmes de notre département et pour tous ceux qui sont impliqués, il y a eu un effort véritablement de mise à niveau. Le ministère de la fonction publique a invité le ministère des Finances et échangé avec tous les agents pour une transition réussie vers le budget programme. Évaluation de la campagne agricole 2019, le taux de surface aménagée a atteint 99%, c'est ce qui ressort de la réunion technique de la SAED. Les participants ont profité de la rencontre pour évoquer les préparatifs de la contre-saison chaude qui va démarrer en février. 50 000 hectares sont prévus pour cette campagne. Djena Badia. Les objectifs fixés pour la campagne d'hivernage 2019 en termes d'emblavure sont atteints au regard des chiffres affichés lors de cette rencontre. Une rencontre qui a réuni tous les techniciens de la SAED chargés du suivi de la campagne. En termes d'emblavure, c'est presque 35 000 et quelques hectares donc, qui ont été mis en place. Si on le compare aux objectifs, c'est presque 100%. On est à 99, quelque chose donc, pour cent. Et si on regarde pour le riz, on a emblavé presque 30 000 hectares donc, de riz. Un bond en avant qui s'explique en grande partie par l'implication de toutes les structures décentralisées du ministère de l'Agriculture, l'ISRA, Africa Rise, la DERDER et des partenaires financiers, notamment la Banque agricole, qui a augmenté les sommes allouées aux producteurs. L'hivernage, l'année dernière, on avait fait juste 2 milliards de francs CFA. Cette année, on a augmenté le financement. Nous sommes à 3 milliards 29 millions. Nous avons eu presque 98% donc, de taux de mise en place donc, des engrais, que ce soit pour l'urée, que ce soit donc, pour le DAP. Ce qui est aussi un autre fait marquant aussi par rapport à cet hivernage, c'est l'utilisation aujourd'hui des variétés à cycle moyen. La région de Matam, qui cultive plus pendant l'hivernage, est le principal bénéficiaire de ce financement. La SAED entend intensifier sa sensibilisation pour encourager la pratique de la double culture. Pour le moment, les récoltes sont en cours et des dispositions préventives sont prises pour lutter contre la présence éventuelle d'oiseaux granivores. Pour la contre-saison chaude 2020 qui va démarrer en février, la SAED prévoit 50 000 hectares. Santé, 3,4%, c'est la prévalence du diabète au Sénégal. Mais ce chiffre est certainement sous-évalué selon les spécialistes du Centre national hospitalier de Pikine. La structure a organisé les dépistages à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le diabète hier. Une part importante a été accordée aux informations sur la maladie. Omar Diaw nous en dit un peu plus. Le Centre national hospitalier de Pikine a connu une forte affluence lors de cette journée mondiale de lutte contre le diabète, une maladie dont la prévalence ne cesse d'augmenter sous nos cieux. Nous sommes à une prévalence de 3,4%, même si on dit 3% pour 15 millions d'habitants au Sénégal, ça fait 500 000 à peu près. Mais quand il y a un diabétique qui est connu, il y en a deux qui sont diabétiques qui ne le connaissent pas. Diabète et risque cardiovasculaire, c'est autour de cette relation que les actions ont été inscrites à l'hôpital de Pikine. Une importance particulière a été accordée aux facteurs de risque. Il faut diminuer l'alimentation trop grasse, trop énergétique. Pour lutter contre l'hypertension artérielle, ne pas manger trop salé. C'est facile à dire et difficile peut-être à réaliser dans notre contexte. Mais surtout éviter la sédentarité. Le diagnostic tardif et les conséquences associées ont été abordées avec les malades. Il faut agir vite avec la maladie. Les Africains ne savent pas faire dans la prévention. Globalement, l'accent a été mis sur l'éducation thérapeutique avec des informations adaptées. Le malade, il se doit d'être bien informé en ce qui concerne son mode alimentaire, en ce qui concerne l'intérêt surtout de la pratique de l'activité physique pour une bonne prise en charge de cette affection. La progression du diabète reste une préoccupation majeure de santé publique. Le surpoids, l'obésité, une alimentation déséquilibrée et la sédentarité font le lit de cette affection chronique qui touche toutes les tranches d'âge. Nous restons dans le cadre de cette célébration de la journée mondiale de lutte contre le diabète et c'est Tambacounda qui a abrité la cérémonie officielle. En plus des activités de sensibilisation, séances de dépistage et une randonnée pédestre ont marqué la célébration de cette journée. Et les jeunes, dynamiques, à la fleur de l'âge, Dianatou Diarra souffre d'une maladie chronique, le diabète. La maladie a fait son apparition à l'âge de 13 ans.
Ce qui me fait le plus mal, c'est quand je mange quelque chose qu'elle n'a pas le droit de manger et qu'elle me regarde dans les yeux. Là, j'ai mal, j'ai très mal. À l'image de Dianatou, tous les enfants diabétiques de la région de Tambacounda et même au-delà vont désormais bénéficier d'une prise en charge médicale gratuite. Les enfants de 0 à 18 ans prendre en charge sur le plan médical, c'est-à-dire que pour ce qui est de l'achat de l'insuline, de l'achat des seringues, de l'achat des bandelettes et des appareils de contrôle de la glycémie, oui, effectivement, nous les prenons en charge gratuitement parce que c'est cela aussi également une de nos missions. Malgré les stratégies de lutte de l'État, l'investissement des membres de l'association des diabétiques, la maladie continue à gagner du terrain. Il n'y aura jamais zéro diabète, mais en tout cas, ce qui est sûr, les jeunes l'ont dit, les projections pour 2040, c'est qu'aujourd'hui, il y a 425 millions de diabétiques. En 2040, si on ne fait rien, il y aura 700 millions de diabétiques. Mais surtout, ce qui est grave, c'est qu'en Europe, si l'augmentation sera de 35%, eh bien ici, dans les pays africains, l'augmentation sera de 156% si aucune stratégie de prévention n'est prise. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du diabète à Tambacounda, les membres de l'association des diabétiques ont plaidé encore pour l'érection d'un centre exclusivement dédié à la prise en charge de la pathologie. Si on pouvait avoir une structure pas loin de l'hôpital ou dans les locaux de l'hôpital, ce serait ce qui nous arrangerait le mieux. Parce qu'à partir de ce moment-là, on pourra bénéficier de la proximité des médecins ce sera une charge de moins, peut-être pour une association qui n'a pas les moyens de pourvoir à tous ces problèmes-là. En dehors de cette randonnée pédestre, les activités de sensibilisation vont se poursuivre avec des séances de dépistage dans les localités de Missira et de Sinthioumalem. La Caisse de sécurité sociale va procéder au lancement de la seconde édition du Salon international Préventica. L'événement est prévu chez les 19, 20 et 21 novembre prochains. Préventica est une plateforme d'échange et d'enrichissement en matière de prévention des risques professionnels. Un point de presse s'est tenu à l'occasion compte rendu à Wandiaï. La deuxième édition du Salon Préventica va démarrer ce 19 novembre à Dakar, un rendez-vous international. Préventica est une exposition où les professionnels du risque se rencontrent. Le thème choisi cette année est « Impact du changement climatique sur la sécurité santé au travail ». Une thématique qui est d'intérêt, qui est d'actualité. Vous avez tous suivi aujourd'hui l'impact et l'intérêt porté par la question sécuritaire de toute catégorie, par exemple, qu'elle soit, à travers, n'est-ce pas, l'équilibre et la maîtrise de l'environnement des affaires, de l'environnement d'exploitation des entreprises, mais également de l'environnement tout court. La maîtrise du risque routier est aussi une thématique importante. De nos jours, les accidents de la circulation sont devenus très fréquents. Nous avons un grand nombre de partenaires qui sont associés cette année à cette thématique prioritaire qui est la sécurité routière. Et si j'ai bien compris, le pays a décidé d'en faire une grande cause nationale en 2020. Donc ça, c'est un énorme thème de cette édition de Préventica. Ensuite, il y a d'autres thèmes, tous les thèmes qui concernent la santé au travail en général. Donc on va parler d'ergonomie dans le cadre du travail, on va parler d'amiante. Le ministère de la Santé vient faire une conférence sur l'amiante. Le ministère de la Santé va faire également une conférence sur la gestion des déchets, globalement, dans tous les secteurs d'activité, à l'hôpital, dans les villes, etc. Préventica International et la Caisse de sécurité sociale veulent anticiper à travers cet événement pour que la question sécuritaire liée à la route soit bien prise en charge. Le Salon Préventica est un espace professionnel qui va apporter des solutions. Passation de service au ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Aminata Mbengue a passé le témoin à Alundoy. Le nouveau ministre s'inscrit dans la continuité, gestion durable des ressources halieutiques, développement de l'aquaculture, entre autres défis qu'il compte relever. Salut sec, compte rendu. Une minute de silence à la mémoire de Ousmane Tanor Dieng à l'auditorium de la sphère ministérielle qui porte son nom. L'ombre de l'ancien président du Haut Conseil des collectivités territoriales a plané dans la salle durant toute la rencontre. Après 7 mois passés à la tête du ministère des Pêches et de l'économie maritime, Aminata Mbengue passe le témoin à Aliou Ndoye.
Mon très cher Alioune, je vous souhaite la bienvenue aux sphères ministérielles qui portent le nom de Ousmane Tanor Dieng. Je voudrais vous suggérer, Monsieur le ministre, dans la même dynamique, à inscrire votre action dans une approche participative et inclusive. Mesdames et Messieurs, je mesure avec humilité l'honneur qui m'est fait par son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, en me confiant ce département stratégique. Je tiens à lui exprimer mes sincères remerciements et à lui témoigner ma profonde gratitude pour cette confiance placée en ma personne. Durant son passage dans ce département, Aminata Mbengue Ndiaye a essayé de redynamiser le secteur. Nous avons pu élaborer avec l'ensemble des acteurs et des professionnels un document de contribution au dialogue national à travers une analyse du cadre stratégique d'intervention et une prise en compte des préoccupations des acteurs des pêches, de l'économie maritime et de l'aquaculture. Le nouveau ministre des Pêches et de l'économie maritime compte pérenniser ses acquis. Alioune Ndoye a également évoqué les questions qui seront au cœur de son action. Gestion durable des ressources halieutiques et restauration des habitats, développement de l'aquaculture et valorisation de la production halieutique. Suivant les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui en a fait une de ses grandes priorités, une attention soutenue sera accordée à la sécurité de nos vaillants pêcheurs artisans et à l'ensemble des gens de mer. À cet égard, la politique de mise à disposition des équipements et matériels de sécurité, constitué entre autres de gilets de sauvetage, va se poursuivre pour garantir la sécurité en mer. Cette passation de service s'est déroulée en présence des militants du Parti socialiste, parents religieux et agents du ministère. Ces derniers expriment leur reconnaissance à la nouvelle présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales pour service rendu au département. Et la chronique du vendredi s'intéresse au chantier paix et sécurité dans la sous-région. Un défi majeur qui s'oppose aux dirigeants et aux populations. Coup de projecteur sur l'insécurité dans le Sahel avec Amadou Aramtiam. Organisation de l'État islamique, Boko Haram, la mouvance Al-Qaïda composée d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Al-Mourabitoun, Ansar Din, Ansar al-Sharia et El-Shabab, voici les figures du terrorisme radical qui décime les populations de l'Afrique de l'Ouest. Le Sahel est à un tournant décisif de son histoire et de son évolution. La criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes, les trafics illicites, la corruption, le blanchiment des avoirs criminels et le financement du terrorisme sont de nos jours des menaces grandissantes pour la paix et la stabilité en Afrique et par extension sapent les fondements même de l'état de droit. Si le Sénégal parvient jusqu'à ce jour à être épargné à cette insécurité qui frappe le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, il le doit à son islam confrérique qui constitue un véritable frein au développement du djihadisme. La compréhension des enjeux actuels de gouvernance par les khalifes généraux et leur autorité incontestée sur leurs disciples sont un des fondements même de la protection de l'islam dans notre pays contre les influences de mouvements radicaux. Il le doit aussi au professionnalisme, à la bravoure et à l'expertise de nos forces de défense et de sécurité qui se déploient nuit et jour, aussi bien à l'intérieur de nos frontières que sur les théâtres d'opération à l'extérieur pour assurer notre sécurité. Nous saluons ici leur engagement et leur vertu républicaine. Seulement, dans la gouvernance d'un État, on n'est jamais trop prudent. L'Afrique de l'Ouest, pour lutter contre ce serpent à plusieurs têtes qu'est le terrorisme, doit prendre en compte 3 dimensions. Le partage d'informations pour être au même niveau d'alerte, l'éducation citoyenne pour amener les citoyens à comprendre les défis sécuritaires et à participer à l'information des forces de sécurité et de défense sur tout comportement suspect étranger aux éléments habituels de l'espace public ou privé. Accentuer au maximum la vigilance à tous les niveaux de responsabilité. C'est la voie du salut et c'est à ce prix seulement que les pays d'Afrique de l'Ouest peuvent assurer la sécurité et d'endiguer ce fléau des temps modernes.
Voilà donc pour la chronique du vendredi sur l'insécurité dans le Sahel, signée Amadou Aramtiam. À présent, vendredi sport, nous avons le plaisir d'accueillir Françoise Seck sur ce plateau. Bonsoir Françoise. Bonsoir Oumou. Bienvenue. Merci. Alors, dans vendredi sport, nous démarrons par la Coupe du Monde U17 et on s'achemine vers la fin de la compétition ce dimanche. Et l'affiche est connue, Brésil-Mexique. Voilà, c'est la meilleure attaque face à la meilleure défense pour déterminer l'équipe qui va succéder à l'Angleterre. Brésil-Mexique, une affiche alléchante pour terminer en apothéose la Coupe du Monde U17. Ce sera ce dimanche à 22h GMT, nous dit Moussa Mané. C'est donc une finale 100% américaine. Elle sera aussi un moment d'opposition entre le continent nord-américain et celui du Sud, mais surtout une opposition de style de jeu. Le Brésil et le Mexique vont s'affronter pour clôturer la messe du football réservé aux moins de 17 ans. Une compétition qui a vu de jeunes joueurs démontrer leur talent. C'est d'abord le Mexique qui a décroché en premier la qualification pour la finale en disposant des Pays-Bas grâce à la série de tirs au but. En face, le Brésil. L'équipe est montée en puissance au fil des matchs. Lors de la demi-finale, la sélection a puisé dans ses dernières ressources pour renverser les Bleus de la France. Une victoire qualifiée de cruelle. Pour cette finale, le Brésil part favori à domicile avec le soutien de son public. Il a de réelles chances de remporter ce trophée. Les statistiques plaident en sa faveur. 16 buts marqués contre 5 encaissés. Il figure donc parmi les meilleures attaques. Quant au Mexique, il fait partie des meilleures défenses. 13 buts marqués et 3 encaissés. Aussi, il compte dans ses rangs l'un des meilleurs buteurs de la compétition, Efraim Alvarez, qui s'est illustré en demi-finale en permettant à son équipe de croire encore. Mais pour certains observateurs, il est difficile de faire des pronostics. Brésil-Mexique, c'est donc l'affiche de la finale de la Coupe du Monde U17, prévue ce dimanche. Alors, Françoise, nous parlons à présent de la Coupe d'Afrique des Nations U23. Les premiers demi-finalistes sont également connus. Oui, il s'agit de l'Égypte, pays organisateur, et du Ghana. Le Ghana qui a composté son ticket après une belle victoire 2-0 face au Mali. Et l'Égypte qui a éliminé le Cameroun entraîné par l'ancien capitaine des Lions indomptables, Rigobertson. Brillante victoire des Pharaons, 2-1, Pape Biram Bigendiaï. Le rituel d'avant-match des Lionceaux indomptables du Cameroun. Une arrivée percutante, la bataille psychologique avant de jouer un match décisif sous le regard de la légende camerounaise Rigobertson, sélectionneur de l'équipe U23 du Cameroun. Un décor particulièrement attrayant pour une affiche de gala Cameroun-Égypte. L'Égypte, pays organisateur, joue au stade international du Caire dans une ambiance de fête, un public au rendez-vous pour vivre des instants magiques. Bien sur la droite, il y a du jeu pour... Oh, c'est bien joué en profondeur, l'ouverture du score de Mustafa qui marque. Et la magie opère dès la 27e minute. Sur la droite, il était absolument tout seul. Il peut trouver... C'est l'ouverture du score égyptienne. Mustafa Mohamed trace la voie du succès. L'attaquant du Zamalek du Caire inscrit ici son 3e but de la compétition. À la 37e minute, réaction d'orgueil des Lionceaux indomptables du Cameroun. Oh, c'est bien joué de la part des Camerounais. Égalisation de Ayouk qui marque. Le Cameroun qui égalise 1-1 entre les deux équipes. Bravo, Eric Ayouk égalise. Ils sont donc revenus à hauteur de l'Égypte très vite. Oversong en profite pour distiller quelques petits conseils à ce égalisateur qui redonne des ailes à l'équipe camerounaise. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, les Égyptiens mettent de l'intensité dans le jeu. Pressing haut, montée d'adrénaline. Mustafa Mohamed redonne l'avantage. Sur ballon, deuxième poteau, ça rentre, l'Égypte qui mène. Mohamed Mustafa qui n'était pas surveillé au deuxième poteau. La 50e minute, le doublé de l'attaquant du Zamalek du Caire scelle définitivement la victoire de l'Égypte. L'Égypte qui décroche ainsi son ticket pour les demi-finales. Première grosse sensation dans cette Coupe d'Afrique des Nations U23. Le Cameroun quitte la compétition dès le premier tour dans une formule de 2 poules de 4 équipes où les 2 premiers de chaque groupe se qualifient directement pour les demi-finales.
Dans l'autre affiche, le Mali faisait face au Ghana. Les Black Stars assurent le spectacle d'avant-match dans le tunnel du stade. À présent, place au jeu. Un match plutôt fermé en première mi-temps qui se débride en seconde période. 74e minute, Owusu Kwabena ouvre le score reprise de la tête. Et le Mali qui est surpris à plus d'un quart d'heure de la fin du match. Et oui, les Ghanéens à 5 minutes de la fin du match, rebelote. Oh, attention, il va pouvoir marquer le deuxième but. Le coaching aura été particulièrement bien inspiré avec ce doublé d'Owusu Kwabena. Qui pour le doublé héros de match où les Black Stars s'offrent une place en demi-finale et les deux autres demi-finalistes seront connus à l'issue des derniers matchs de poule. De Samuel Diarra. Le Ghana, donc, qui va affronter le pays organisateur en demi-finale de la Coupe d'Afrique U23, n'est-ce pas? L'Égypte qui veut redorer son blason après sa déconvenue de la CAN 2019. Ben, en tout cas, leurs joueurs ont le temps de se rattraper pour se racheter à cette occasion, n'est-ce pas? Ouais. Alors, Françoise, on va changer à présent de discipline pour parler de pétanque. Du 15 au 17 novembre, Dakar sera la capitale mondiale de cette discipline. Oui, avec la deuxième édition de l'Open international de pétanque, plus de 300 boulistes venus d'une vingtaine de pays participent à la compétition, nous dit Salih Sek. La deuxième édition de Open International de Dakar a vu la participation de grands noms de la pétanque, des boulistes venus des pays comme le Burkina Faso, la Mauritanie, les États-Unis, la Belgique, la France, entre autres. Je suis très fier de porter les couleurs de l'équipe de France ici et très content. Super concours et super bien organisé par Monsieur Gas, il faut vraiment le féliciter parce que il est crevé, je pense qu'il n'arrête pas, ça fait 3 jours qu'il ne dort pas, mais il a fait une organisation sans faille, vraiment le top, quoi. Pour sa première sortie, l'équipe de France a fait une bonne entrée en matière. On a commencé la première partie, on a pris une très bonne équipe d'ici, ils ont bien joué, on a réussi à gagner et je vois qu'il y a de bons joueurs ici, on va essayer d'aller le plus loin possible dans la compétition. Du côté du Sénégal, Fallou Sek de Diourbel, Mohamed Mboup de Mbour et Amir Tahala représentent l'équipe nationale. C'est un honneur de voir des professionnels comme Philippe Souchot, Sario et autres. Oui, c'est bien. Le Open international de Dakar fait partie des compétitions phares de la Confédération africaine de pétanque. C'est une compétition qui est pratiquement mini-mondiale. Voilà, tout le monde est ici. Si vous regardez, vous allez à la table, vous allez voir que tout le monde est là. Voilà, d'une manière ou d'une autre, tout le monde est là. Voilà, et généralement, quand il y a des vainqueurs qui se dessinent, qui sortent d'ici, ce n'est pas loin de ce qu'on trouve au niveau de la Coupe du Monde. Voilà, et donc c'est une compétition importante qui nous annonce ce qui va se passer en 2020. Au total, 330 boulistes répartis dans 110 équipes prennent part à cette compétition. Et le vainqueur du Grand Prix du concours va remporter la somme de 6 500 000 francs de francs CFA. Et c'est tout, François Sek, vous nous réservez quelques annonces pour clôturer ce vendredi sport. Voilà, quelques annonces donc en football. Sachez que les Lions du Sénégal sont bien arrivés hier soir en Eswatini. Ils ont effectué leur première séance d'entraînement au stade de Somlolo. L'équipe du Sénégal rencontre l'Eswatini ce dimanche dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021 prévue au Cameroun. Eswatini Sénégal, ce sera dimanche à 13h en direct et en exclusivité sur la RTS. Alors, en basket, sachez que le tournoi pré-olympique féminin pour les Jeux olympiques 2020 se déroule à Maputo, au Mozambique. Dans le groupe A, il y a le Nigeria, le Mozambique et la RD Congo. Et dans le groupe B, le Sénégal, l'Angola et le Mali. Demain, le Sénégal rencontre le Mali à 13h30. Il faut signaler que le Sénégal a battu l'Angola en match d'ouverture. C'était par 75 à 71. Et il faut signaler que les 2 premiers de chaque poule se qualifient à un autre tournoi pré-olympique, mais intercontinental, qui est prévu en février 2020. C'est un nouveau système de qualification de la FIBA.
Alors, sport dans les armées, football, éliminatoire de la Coupe du commandant de la zone militaire numéro 1. Ça se poursuit donc ce vendredi. Quelques résultats. Le bataillon d'intendance a battu la Marine nationale 1-0. Le bataillon d'artillerie s'est imposé face au bataillon de soutien du génie 3-0. Oumou, la particularité de cette édition 2019, c'est la participation des corps paramilitaires, nous dit Tanda Khandiaï, qui promet de nous livrer d'autres informations et d'autres résultats. Merci beaucoup François Sec pour toutes ces informations sportives. Merci Oumou et à vendredi prochain. Voilà, s'il plaît à Dieu. Allez, bonne soirée, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été au rendez-vous de ce 20h. Belle soirée sur la RTS 1. La météo vous est offerte par Bank of Africa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Encore de la fraîcheur sera attendue à partir de cette nuit à la matinée de demain et un temps partiellement nuageux sur une bonne partie du territoire, excepté le sud-est où un temps plutôt ensoleillé y prédominera. L'imagerie SAT du jour nous montre des bandes de nuages qui vont intéresser la quasi-totalité du pays. Les alizés maritimes vont continuer d'adoucir les régions proches du littoral. Par contre, l'intérieur du pays restera toujours sous l'emprise de l'harmattan. Ce qui fait qu'en termes de prévision, pour cette nuit à la matinée de demain, la sensation de fraîcheur sera encore ressentie à l'intérieur du pays, plus particulièrement vers Kaffrine, où 20 degrés sera attendu. 21 degrés sera par contre attendu à Mbour et à Saint-Louis, mais 22 degrés sera la température la mieux partagée au nord du pays. Pour le reste du pays, 24 degrés sera la température la mieux partagée, plus particulièrement sur l'axe Dakar-Kaolack allant vers Ziguinchor, mais aussi vers la partie orientale du pays, sur l'axe Tamba allant vers Kédougou. Pour l'après-midi de demain, alors la canicule refait surface, des températures qui vont atteindre les 40 degrés vers Matam. Au centre du pays, 39 degrés sera attendu sur l'axe Diourbel allant vers Bakel. Au nord du pays, les températures tourneront entre 37 vers Podor et 38 degrés à Saint-Louis. Par contre, au sud du pays, 37 degrés sera la température la mieux partagée sur l'axe Ziguinchor-Kolda allant même vers Kédougou. À l'approche du littoral, sous l'influence des alizés maritimes, le temps sera beaucoup plus doux, beaucoup plus clément, avec une valeur de 28 degrés attendue à Dakar. Retenez, chers téléspectateurs, que la fraîcheur nocturne et matinale continuera de sévir à l'intérieur du pays, mais au courant de la journée, une forte sensation de chaleur sera de mise au centre du pays et vers l'est, où 40 degrés sera attendu à Bakel. Ceci met fin à votre bulletin météo. Passez une excellente soirée. La météo vous a été offerte par Bank of Africa. Vous souhaitez faire carrière dans l'industrie pétrolière et gazière? Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur Bac+5 ou équivalent dans un domaine technique ou scientifique? Intégrez l'Institut national du pétrole et du gaz, l'institut d'excellence de spécialisation qui forme les futurs leaders de l'industrie. L'INPG lance un appel à candidature pour sa deuxième promotion du master spécialisé en ingénierie pétrolière et gazière. Rendez-vous sur le site web de l'INPG, www.inpg.sn.
Les candidatures se font uniquement en ligne. Date limite de dépôt des dossiers de candidature, 5 décembre 2019. L'INPG, le développement du talent local pour un